Petite perspective historique. Et on va remonter assez loin, pour être honnête, puisqu'on va remonter environ à peu près à 9000 avant Jésus-Christ. Là, vous allez me dire que c'est effectivement il y a un bon bout de temps. Pourquoi est-ce que quand on parle de code de genre au travail notamment, cette période est intéressante? Et bien tout simplement parce que c'est là où a démarré, entre guillemets, la répartition du travail telle que on la connaîtra pendant des siècles. En gros, il y a une historienne qui s'appelle Marilène Patou-Matisse qui a montré que à l'époque des chasseurs-cueilleurs, il y avait 30 à 50% des chasseurs-cueilleurs qui étaient de sexe féminin. En gros, tout le monde travaillait à ce moment-là de manière totalement agnostique finalement du genre. Et c'est seulement à partir de la période néolithique, donc de 7000 à 12 000 à peu près avant Jésus-Christ, donc en gros 9000 avant Jésus-Christ, c'est seulement quand la période néolithique est arrivée avec la sédentarisation des peuples qu'on a vu, on va dire, se mettre en place un peu cette séparation avec d'un côté les hommes en charge de l'agriculture, de la guerre, etc., et les femmes en charge de la maison, du foyer et des enfants. Évidemment, de plus en plus nombreux parce que c'est quand même plus simple quand on est sédentaire de se reproduire. Donc c'est vraiment très intéressant déjà de voir que l'histoire commence il y a quand même très 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 longtemps et que à peu près déjà il y a quelques millénaires, on a quelque part déjà commencé à entériner cette répartition du travail. Et pour continuer la perspective historique, eh ben, écoutez, je ne vais pas vous mentir ni vous apprendre grand-chose, mais il n'y a pas eu énormément de changements pendant assez longtemps. Déjà, ce qui va être très intéressant de noter, c'est que globalement, qu'on regarde le pouvoir de l'époque, donc que ce soit le pouvoir religieux, la royauté, etc., enfin toutes les forces dirigeantes étaient dans les mains des hommes et globalement, il y a eu beaucoup aussi d'actions qui ont été prises par des figures plus ou moins connues pour faire en sorte d'éloigner les femmes du pouvoir. Je peux vous citer deux personnes que vous connaissez probablement à minima de nom. Le premier, c'est Saint Augustin, qui est comment dire, la figure qui a fait du mythe d'Adam et Ève ce qu'on en connaît aujourd'hui, avec notamment l'image négative d'Ève comme cédant à la tentation et du coup devant être tutorée, canalisée, vue négativement. Et des figures alors un peu plus récentes comme par exemple Philippe le Bel, qui en l'occurrence est la personne qui a mis en place la loi salique, c'est-à-dire la loi qui empêchait les femmes d'accéder au trône. Et ensuite, bah, il y a une longue période, comme la période moyenâgeuse, où globalement, les femmes sont quasiment invisibles et éloignées du pouvoir, en gros considérées comme des enfants. Et je vous ai mis là, par exemple, une peinture qui date de 1430 environ, de Jan van Eyck, où en gros, bah, qui est assez représentative en fait de ce qu'on peut voir de l'époque, c'est-à-dire que les femmes ne sont représentées que à travers leur jeunesse et leur maternité. Il y a des constantes parfois un peu dans l'imaginaire collectif. Et en fait, la période qui va commencer à amener des changements, c'est la période de la Révolution française, parce que c'est la période où, dans les années 1790, bah, va être mise en place la possibilité pour les femmes de devenir majeures à 21 ans, et par une loi permettant le divorce par consentement mutuel. Donc, c'est à ce moment-là que les choses ont avancé, avec des figures comme par exemple Olympe de Gouges, qui, bon, a beaucoup œuvré pour la cause des femmes, mais qui du coup a été la deuxième femme après Marie-Antoinette à s'être fait guillotiner à la Révolution. Donc, voilà, quand même toujours, on va dire, une approche assez compliquée peut-être pour défendre le droit des femmes. Mais voilà, la Révolution a vraiment permis de mettre des choses en place. Évidemment, toutes ces actions ont été annulées suite à l'arrivée de l'Empire, de la Restauration. Et après, en fait, il faut attendre bah, et le XXe siècle, la Première Guerre mondiale, le mouvement des suffragettes et le fait que globalement, les femmes ensuite voilà, remplaçaient les hommes à la guerre, prenaient davantage de poids, notamment au niveau économique, pour voir s'amorcer un changement, avec après le XXe siècle sur lequel on va revenir, qui évidemment a été un tournant majeur quand on parle justement de rapport de pouvoir et du partage de pouvoir entre les hommes et les femmes.
et jusque à nous amener à aujourd'hui avec pour le coup une tendance beaucoup plus forte à la visibilisation par exemple des violences sexistes et sexuelles, notamment avec le mouvement MeToo lancé par Alyssa Milano, avec la mise en place de quotas dans un certain nombre de pays comme par exemple la France avec la loi Copé-Zimmermann. Donc un changement déjà entre guillemets au niveau des lois, un changement aussi au niveau des responsabilités parentales avec des évolutions sociétales, mais un changement qui doit quand même être pondéré par certaines variables, notamment la sous-représentation des femmes dans les secteurs les plus en croissance, l'image des femmes dans les médias qui reste parfois instrumentalisée. Je vous ai mis par exemple la photo de Rihanna qui, même en étant milliardaire, quand même pose nue pour vendre un parfum, ce qui n'est pas forcément effectivement nécessaire. Et évidemment, des écarts dans les salaires, des écarts dans beaucoup d'accès, enfin beaucoup de dimensions finalement du pouvoir, et surtout, comme on le sait, une fragilisation de certaines femmes par rapport à leurs origines, par rapport à leur classe socio-économique, qui en font souvent les premières victimes dans le cadre de divorces, de séparations, etc. Donc évidemment, il y a eu beaucoup d'avancées aujourd'hui, et c'est surtout finalement le XXe siècle qui a, entre guillemets, posé la pierre angulaire de ce que nous connaissons aujourd'hui. Alors, on va pas pouvoir parler de tout parce qu'il nous faudrait plus qu'une heure pour détailler tout ce qui s'est passé. Déjà, quelques données intéressantes. Je vous ai mis le pourcentage de femmes, par exemple, qui accédaient à l'enseignement supérieur à travers ce siècle. Bon, ce sont des données INSEE. Donc, comme on peut voir quand même, on avait 34% des femmes qui accédaient à l'enseignement supérieur, université, école dans les années 50. Aujourd'hui, enfin dans les années 2000, plus précisément début des années 2000, on était à 55%. Donc, il y a quand même eu une évolution, que ce soit en termes d'éducation des femmes et aussi en termes évidemment d'image et de rapport au pouvoir. Dans les années 40, par exemple, les femmes avaient encore des cours pour être de bonnes épouses. On ne sait pas trop ce qu'elles apprenaient, probablement à coudre et à cuisiner, mais en tout cas, voilà. Évidemment, on était encore sur toujours l'image, comme un peu dans le néolithique, hein, si j'y fais référence, mais l'image de cette fameuse femme au foyer qui doit s'occuper de la famille, qui doit s'occuper de la maison. Et évidemment, avec tous les changements sociétaux, la loi sur l'avortement, la loi sur la pilule, des figures extrêmement marquantes comme Gisèle Halimi, Simone Veil, évidemment, et beaucoup d'autres, on a quand même eu un changement, évidemment, dans les mentalités et une visibilisation des femmes. Une première femme première ministre, des femmes voilà, dans la recherche mise en avant. Donc vraiment un changement et qui, vers les années 80-90, a aussi amené d'autres questionnements, par exemple sur le genre, avec Judith Butler qui a fait beaucoup de travaux, notamment en lien avec la non-binarité. Et ce qui est assez intéressant, donc aujourd'hui, je vous ai mis quelques images un peu de femmes fortes et connues qui ont fait la couverture du Times avec différents âges et différentes nationalités. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est outre on va dire quand même de ce développement de la visibilisation des femmes, de la représentation des femmes et l'évolution des rapports de pouvoir homme-femme. Ce qui est aussi intéressant de voir, c'est l'évolution même de l'identité de genre. Et par exemple, aujourd'hui, 41% des jeunes de la génération Z, donc c'est-à-dire les jeunes nés entre 95 et 2012, 41% des jeunes de la génération Z se considèrent neutres sur le spectre masculin-féminin. Donc l'évolution va, entre guillemets, vers un peu ce fait d'enlever les étiquettes et d'être plus fluide, que ce soit sur l'identité de genre, l'expression de genre et même sur l'orientation sexuelle, qui n'est pas la thématique aujourd'hui, mais qui permet quand même de saisir finalement l'évolution très rapide de la société, notamment au niveau de la nouvelle génération. Donc là, on était un peu sur la vision globale de l'évolution historique du néolithique à aujourd'hui, mais ce qui va surtout nous intéresser, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe et aussi de comprendre pourquoi est-ce qu'encore aujourd'hui les femmes gagnent moins que les hommes, qu'il n'y a que 7% de femmes CEO dans le stock Exchange 600. En gros, qu'est-ce qui se passe? Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, en l'occurrence, dans notre tête. Parce que
comme vous l'avez sans doute entendu, voilà, les messages ou les critiques qui sont parfois faites, c'est de se dire oui, mais c'est à la société d'agir. La réalité, c'est qu'en fait, en tant qu'individu, on peut vraiment agir parce que beaucoup de choses se passent dans notre cerveau. Et là, il y a un concept clé à retenir, c'est vraiment celui de stéréotypes et notamment de stéréotypes de genre. Les stéréotypes, c'est très simple, ce sont des croyances qu'on a et notamment que l'on va définir sur les comportements et les rôles qu'on attend en fonction d'un genre. Et en gros, c'est de se dire que bah, pour les hommes, on va attendre certains comportements et des femmes, on va attendre d'autres comportements. Et ces stéréotypes de genre ont une première conséquence qui évidemment est négative, qui est le sexisme. Et pour comprendre, entre guillemets aussi, comment est-ce qu'on en arrive au sexisme, il faut comprendre aussi qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau et comment est-ce que l'on est amené à traiter ces stéréotypes. Et du coup, ce qui est intéressant de comprendre, c'est le cercle vicieux, quelque part, qui est déjà présent dans notre tête. En tant qu'être humain, je vous le fais très vite parce que, un, on n'a pas le temps et que deux, cognitivement, voilà, ça peut être assez complexe. Mais en gros, les sciences cognitives ont montré qu'à chaque seconde, un être humain reçoit 11 millions d'informations. Vous m'avez bien entendu. Évidemment, nous ne pouvons pas traiter 11 millions d'informations à chaque seconde. Du coup, qu'est-ce que notre cerveau fait? Eh bien, notre cerveau, il est super smart, il va catégoriser. On met les choses, les gens dans des cases. Comme ça, notre cerveau peut aller beaucoup plus vite dans le traitement de l'information. Ce traitement, il est fait à travers nos expériences, notre culture, nos valeurs, ce qu'on appelle nos biais cognitifs. Et le fait de catégoriser nous permet, entre guillemets, bah, d'aller plus vite, mais forcément, on met les choses et les gens dans des cases. Donc, quelque part, ça va générer des stéréotypes, donc des attentes en termes de comportement et de rôle. Sauf que, malheureusement, notre cerveau est équipé d'une manière où, bah, puisque l'on a des attentes en termes de comportement, il peut nous arriver d'appliquer ces attentes en termes de comportement de manière négative à des individus. Si on applique négativement ces stéréotypes à des individus, la conséquence est la discrimination, à savoir un traitement défavorable, qui n'est pas évidente, je veux dire, qui n'arrive pas à chaque fois, mais qui est, entre guillemets, l'étape après le préjugé. Pour vous faire, par exemple, enfin, pour vous prendre un exemple assez commun, un stéréotype, c'est évidemment de se dire, bah tiens, les femmes, elles sont douces et elles ont des qualités pour gérer l'harmonie de l'équipe. Stéréotype qu'on entend souvent. Un préjugé pourrait être du coup de se dire, mais une femme n'est pas capable d'être manager parce qu'elle n'a pas l'autorité nécessaire vu qu'elle est si douce. Et évidemment, bah, la discrimination, c'est de se dire que le jour où on choisit un manager, eh ben, même si, entre guillemets, une femme a toutes les compétences nécessaires, tout ce schéma mental dans notre tête nous amènera à choisir un homme. Et là où c'est particulièrement pernicieux, c'est que le fait justement de choisir un homme, globalement dans nos choix individuels, va faire que, bah, par exemple, on verra pas de femmes managers ou peu de femmes managers, ce qui renforcera le stéréotype initial de se dire que les femmes sont très douces, sont pleines de qualités, mais qu'elles ne sont pas faites pour être managers. Et c'est vraiment intéressant de comprendre en fait quelque part que c'est un cercle vicieux qui se met en place et qui est nourri par nos propres biais et par nos propres stéréotypes et qui est à l'origine de la mécanique sexiste. Donc le fait, entre guillemets, de pérenniser un traitement défavorable aux femmes. Et donc, qui dit mécanique sexisme dit finalement, là on est au niveau du cerveau, mais si on prend un pas de recul et qu'on va même au niveau de la société, on arrive dans un modèle qui est, entre guillemets, sexiste, à savoir qui traite de manière inéquitable les femmes. Et là aussi, ça va être très intéressant de comprendre un peu ce qui se passe, parce qu'il y a eu une vraie évolution pour le coup ces dernières années, enfin ces dernières années, pardon, ces derniers siècles, plutôt quand même, sur l'évolution du sexisme. À l'époque des Lumières jusqu'au 19e siècle, on était plutôt sur un sexisme hostile. Pour un certain nombre d'entre vous, je pense que vous avez étudié Jean-Jacques Rousseau à l'école. Jean-Jacques Rousseau écrivait noir sur blanc, la femme est inférieure à l'homme. Bah voilà, ça c'est du sexisme hostile. On est clair, il y a les hommes intelligents et il y a les femmes qui sont là, mais qui doivent être éduquées, qui peuvent pas avoir de responsabilité, etc., etc. Donc ça,
Voilà, ça a quand même duré, comme vous vous en doutez, pas mal de siècles. Et 19-20e, on est rentré dans ce qu'on appelle le sexisme masqué, qui n'a pas duré extrêmement longtemps, mais qui a quand même eu le mérite d'exister, où eh ben, on continuait de pas apprécier forcément les femmes, ou en tout cas de les traiter défavorablement, mais par contre, ce n'était plus admis de le dire publiquement. Donc on le faisait, mais on ne le disait pas. Et progressivement, on a évolué lors du XXe siècle vers un sexisme ambivalent, terminologie qui n'est pas de moi, mais qui est de Peter Glick et de Suzanne Fiske, qui ont théorisé le sexisme ambivalent en 1996, et qui est un mélange de plusieurs choses, qui est un mélange déjà de sexisme bienveillant et de sexisme hostile, et qui évidemment inclut notamment quelque chose dont vous avez forcément déjà beaucoup entendu parler, qui est notamment le sexisme ordinaire. Et donc, ce qu'on appelle sexisme ambivalent, tout simplement, c'est le fait d'allier quelque part des manifestations de sexisme hostile et de sexisme bienveillant en mettant au cœur des relations professionnelles ces fameux codes de genre des hommes et des femmes qui se basent toujours sur cette fameuse complémentarité présupposée qu'on a créée entre hommes et femmes. Pour le dire autrement, concrètement, on est d'accord pour aider les femmes, mais attention, il faut quand même qu'elles restent à peu près à leur place. C'est un peu l'idée qui se cache derrière le sexisme ambivalent. Et nous, ce qui va vraiment nous intéresser aussi, c'est de comprendre comment est-ce que ça impacte les relations professionnelles. Parce qu'évidemment, ça les impacte. Mais déjà, premier point, parce que là, on parle de sexisme qui est évidemment un fléau qui est encore présent en entreprise, hein, et qui peut se manifester de différentes manières. Aujourd'hui, par exemple, dans le sexisme ordinaire et dans le sexisme ambivalent, ce qu'on va beaucoup constater, ça va être déjà d'utiliser les stéréotypes de genre pour traiter inéquitablement les hommes et les femmes, les microagressions, tous les phénomènes aussi de mansplaining, donc de s'accaparer, de reformuler la parole des femmes, ou de mansterrupting. Les femmes sont en moyenne plus interrompues quand elles parlent que les hommes, par exemple. Donc tout ça est au cœur du sexisme. Et on va faire une petite parenthèse dans notre histoire de stéréotypes de genre pour justement déjà se dire, OK, mais en entreprise, comment est-ce qu'on réagit? Parce que on peut toutes et tous être témoins de comportements sexistes. Et d'ailleurs, petite parenthèse, parce que je ne l'ai pas précisé, mais c'est quand même très important, comme je vous disais, le modèle de la société en tant que tel facilite le sexisme. Parce que on est sur une société patriarcale. Or, justement, ce sexisme, vu qu'il fait partie de notre modèle quelque part, il va forcément influencer nos stéréotypes, que l'on soit un homme ou une femme. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne suis pas en train de faire un discours à charge contre les hommes, bien au contraire. Le sexisme concerne hommes et femmes, c'est-à-dire que nous pouvons toutes et tous être quelque part à l'origine de comportements sexistes, tout simplement. Donc, face à un comportement sexiste, déjà, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a évidemment plein de manières de réagir et on ne va pas pouvoir toutes les détailler, évidemment. Mais ce qui va être quand même un peu des piliers dans l'action, ça va être d'une part, de répondre, donc d'affronter l'interlocuteur, d'impliquer les autres. Alors ça, c'est notamment en cas de danger ou pour faire redescendre une potentielle tension. Et ce qui est aussi très important, c'est d'expliquer, d'éduquer. Il y a plein de remarques sexistes qui sont faites de manière non intentionnelle, au sens sans même se rendre compte parfois qu'elles sont sexistes. Donc le fait aussi de clarifier permet d'éduquer et d'éviter tout simplement que ça recommence. Alors, je vous ai mis un certain nombre de stratégies, alors qui sont tout à fait valables d'ailleurs pour les hommes et pour les femmes, parce qu'encore une fois, les codes de genre touchent aussi bien les hommes que les femmes. Ce qui va déjà évidemment être le plus important, c'est de couper le comportement et de réagir immédiatement. Ce qui peut être aussi très utile, c'est de faire répéter, parce que bizarrement, quand les gens répètent ce qu'ils ont dit, la petite blague qui a été faite semble moins à propos. De nommer aussi parfois le comportement, de nommer ce qui a été émis pour permettre un peu de prendre du recul
sur le sujet. Par exemple, quelqu'un qui interromprait tout le temps une femme qui parle, c'est aussi possible de nommer justement ce comportement pour que la personne puisse en prendre conscience. Pousser à développer, qui peut être aussi une manière, voilà, de créer un peu la discussion et de permettre à la personne de prendre du recul. Donc là, on est plus dans le milieu professionnel. Évidemment que si on parle, par exemple, plus que de stéréotypes de genre, mais de VSS, donc à savoir de violences sexistes et sexuelles, là, il peut y avoir plein d'autres stratégies et je vous encourage notamment à consulter la méthode des 5 D, qui peut être très utile, notamment dans le cadre du harcèlement de rue. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut réagir, il faut répondre, il faut aussi éduquer soi-même si on le peut ou si on en a la capacité, et évidemment en tant qu'allié, concept qu'on va voir un peu plus tard, si on en est témoin. Et donc, je vous propose de prendre un peu de recul justement par rapport à ces fameux stéréotypes de genre et à leur illustration au travail avec un petit quiz. J'ai deux questions pour vous de mémoire. Je vous laisse lire le texte rapidement, pardon, et me dire si, voilà, quel est le comportement que vous essayeriez d'adopter. Est-ce que c'est le comportement en violet, donc à gauche, ou le comportement en bleu à droite? Vous pouvez bien entendu répondre dans le chat. Ça sera peut-être plus simple. Je vous laisse quelques secondes. Alors, je vois qu'il y a plus de violets, mais qu'il y a quelques bleus. Alors, là, clairement, effectivement, on est un peu dans la logique de ce que je vous ai dit juste avant sur le fait d'éduquer. Évidemment, et on l'a toutes et tous déjà fait, hein, mais quand on a une remarque voilà, qui nous saoule un peu, de se dire, je laisse tomber, de toute façon, voilà, c'est pas ma collègue préférée. Mais le problème, c'est que si on fait ça, on entérine et on pérennise ce type de comportement. Donc le fait de reprendre la personne et le fait de clarifier que c'est pas OK et que c'est enfin clairement enfin un stéréotype en termes de genre, bah ça permet quand même à la personne de prendre du recul et de se dire bah effectivement en fait c'est pas OK de le faire ou bah et si elle comprend pas, j'ai envie de vous dire au moins vous aurez essayé. Mais c'est important de noter quand une remarque est vraiment bah, sexiste, tout simplement. Euh, Autre question, ce coup-ci, un peu différente. Vous avez le choix cette fois-ci entre du violet et du orange. Violet à gauche, orange à droite. Alors, je vois qu'on a quand même plutôt un alignement sur le orange. Évidemment, c'était la bonne réponse. Euh, et là, le point aussi que je voulais évidemment mettre en avant, c'est que parfois, euh, tout le monde ne va pas savoir comment réagir. Certaines personnes ne vont pas réagir parce qu'elles sont mal à l'aise, parce qu'elles craignent pour leur emploi, parce que, elles ne savent pas quoi dire. Enfin, il y a mille et une raisons de ne rien dire ou même de rigoler à des blagues potaches ou à des remarques qui nous mettent mal à l'aise. Quand on est témoin, c'est beaucoup plus facile d'intervenir parce qu'on a le recul pour le faire. Donc, c'est évidemment super important de le faire. Et je vous rappelle quand même la petite différence parce qu'on dit beaucoup l'humour, oh, on n'a plus le droit de faire des blagues, etc. L'humour, c'est de rire sur, la moquerie, c'est de rire de. Et quand on rentre dans la moquerie, alors pour le coup, on est dans un comportement non inclusif qui n'a pas sa place au travail. Donc bravo, en tout cas, vous avez très bien répondu et effectivement, on essaye toujours en tant que témoin d'intervenir et d'éduquer
au sens de faire de la pédagogie sur les enjeux de comportement sexiste ou de microagression. On va passer à la partie 3, comme on est déjà à la moitié du temps, et on va revenir sur nos fameux codes de genre. Donc, comme je vous l'ai dit, on a ce qu'on appelle la mécanique sexisme et le cercle vicieux concret qui part de notre catégorisation, qui passe à nos stéréotypes, qui induit des préjugés et qui peut mener à la discrimination, qui vient renforcer du coup les stéréotypes initiaux. Et ce qu'on a vu, c'est que quand même globalement, aujourd'hui, la tendance est plutôt à un sexisme ambivalent, c'est-à-dire mêlant sexisme hostile et sexisme bienveillant, et que les codes de genre sont mis au cœur du travail avec toujours cette notion de complémentarité entre les hommes et les femmes. Alors, on va voir tout simplement comment ça s'applique au quotidien. Donc, les codes de genre, concrètement, ça va être des normes et des représentations qu'on se fait de ce que doivent être les hommes et de ce que doivent être les femmes. Et là, en gros, la polarité entre hommes et femmes va être globalement celle que je vous ai décrite à la période du néolithique. C'est-à-dire les activités intérieures et les compétences plutôt liées à la maternité, eh bien, chez les femmes. Donc, tout ce qui va être autour de la collaboration, de l'empathie, de l'harmonie, qui sont vues comme des compétences féminines. Tous les métiers du soin, qui sont vus comme des rôles féminins, par exemple. Et de l'autre côté, les activités extérieures, donc tout le champ lexical autour de la compétition, de l'autorité, de l'assertivité, qui, pour le coup, ces mots-là, ces compétences-là, sont identifiées comme masculines. Et d'ailleurs, quand on imagine un ou une chef d'entreprise, vous pouvez faire l'exercice avec une IA générative. Les trois quarts du temps, si vous demandez à une IA de vous créer une image de CEO, même en utilisant l'écriture inclusive, vous êtes à peu près sûr qu'on va vous proposer un homme blanc d'une quarantaine, cinquantaine d'années. Donc ça, c'est vraiment, et c'est pour ça que j'ai commencé par la période du néolithique, parce que cette séparation extérieure-intérieure et cette séparation un peu entre une approche très dans la rondeur et une approche beaucoup plus dans l'assertivité qui en découle, en fait, date de 9000 avant Jésus-Christ. Donc ces codes de genre, ils sont quand même plus ou moins intégrés. Et on les a toutes et tous plus ou moins intégrés. La question, c'est de se dire comment est-ce qu'ils peuvent influencer quelque part les relations professionnelles. Et c'est là où ça devient quand même vraiment très intéressant parce que en fait, les codes de genre, concrètement, ils œuvrent à l'opposé de l'égalité au travail. Déjà, ce qui va jouer, et beaucoup de gens voilà, le savent déjà intuitivement, hein, parce que c'est souvent des problématiques qu'on rencontre en entreprise, ça va être déjà l'absence de représentation. Pour que les gens osent et aussi pour créer un peu parfois un mouvement, il faut avoir des figures qui montrent que c'est possible. Et le souci aujourd'hui, c'est que on a du mal à avoir beaucoup de leaders de sexe féminin. On a du mal aussi à avoir beaucoup de leaders appartenant à des minorités, qu'elles soient ethniques, etc. Donc forcément, ça crée déjà un blocage initial pour, comment dire, permettre notamment aux jeunes femmes ou aux femmes d'oser. Pour information d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais c'est le petit fun fact de la journée. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois, 7% dans les 668 plus grosses entreprises européennes, il y a à peu près 50 femmes CEO, ce qui fait 7,4% de mémoire. Pour information, ce chiffre, il est stable depuis des années et des années. À chaque fois que on discute, voilà, que je fais deviner ce chiffre, tout le monde me dit oui, mais c'est en train d'augmenter. La réalité, c'est que le pourcentage de femmes CEO, il est relativement stable. Au niveau européen et même en France, on voit quand même pas énormément de différences notables dans cette évolution. Donc ça, c'est un premier challenge. Mais les deux challenges enfin en tout cas il y en a plus, mais deux challenges qui sont particulièrement problématiques, ça va être le biais de performance et la dissonance cognitive qui est induite par nos codes de genre. Donc le biais de performance, c'est très simple. Tout à l'heure, je vous ai dit, hein, on assimile par exemple la compétition, l'autorité, l'assertivité comme des compétences masculines. Eh bien, sachez que la performance est une compétence, je vous le donne en mille, masculine. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? Puisqu'on associe la performance à une compétence masculine, on va avoir tendance à
évaluer les hommes sur leur potentiel. Parce que, eh bien, forcément, la performance, c'est un critère qui leur est rattaché. Alors qu'une femme, vu que la performance n'est pas un critère qui leur est rattaché, sera évaluée sur ses succès passés, sur son track record. Donc déjà, là, on a une première injustice. Il y en a qui vont être évalués sur leur potentiel et d'autres qui vont être évalués quelque part sur des preuves. Donc ça, c'est déjà un premier souci. D'autres études, par exemple Stanford, qui a fait énormément d'études en lien avec les biais de genre, a par exemple montré que globalement, hommes et femmes, nous étions légèrement plus enclins à embaucher un candidat de sexe masculin. Bon, je pourrais vous donner 50 exemples qui illustrent ce biais de genre, mais déjà, premier problème, on a un double standard entre l'évaluation des hommes et l'évaluation des femmes. Deuxième problème, puisque nous avons dit quelque part que les femmes étaient plus assimilées à l'harmonie, la rondeur, la douceur, et les hommes à la compétition, l'assertivité, l'autorité, il y a un petit souci quand les femmes font preuve d'autorité ou d'assertivité. Parce que là, notre cerveau se dit, eh ben, c'est marrant, j'ai l'impression que bah, elle ne devrait pas faire ça. Et en fait, globalement, c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Si une femme démontre des compétences jugées comme masculines, ça va être négativement interprété par notre cerveau. Et c'est ce qui va faire que globalement, on va le juger de manière négative. Par exemple, en associant ça à de l'agressivité. Je vous conseille, si vous voulez creuser ce sujet, un très bon TED Talk qui s'appelle The Likeability Dilemma et qui montre comment les femmes, en montant dans la hiérarchie, doivent choisir entre être appréciées mais pas respectées ou respectées mais pas appréciées. Et la cause de cela, c'est vraiment la dissonance cognitive. La maternité, je pense que dans les stéréotypes classiques, il y a quand même celui qui consiste à corréler négativement le fait d'avoir des enfants avec l'investissement professionnel, une corrélation négative que l'on fait chez les femmes, mais qu'on ne fait pas chez les hommes. Donc évidemment, là aussi peut se créer un préjugé et du coup potentiellement des discriminations. Et comme je vous disais tout à l'heure, puisque hommes et femmes avons grandi dans des environnements où les stéréotypes de genre étaient présents, les mêmes stéréotypes de genre étaient présents, les femmes ont aussi internalisé un certain niveau de sexisme. Par exemple, en ayant déjà moins confiance en elles, en ayant évidemment c'est une tendance, mais en potentiellement en ayant moins confiance en elles. Par exemple, Sheryl Sandberg, qui a une association qui travaille beaucoup sur ces sujets, qui s'appelle Lean In, avait montré que à performance égale, les femmes ont tendance à s'évaluer 20% plus bas que les hommes. Et puis après, il y a aussi le biais de perception, le biais notamment perception émotionnelle, où les femmes sont toujours vues comme plus émotionnelles et moins capables de gérer leur stress par rapport aux hommes. Pour information, ça c'est lié à un code de genre qui fait que on a tendance à demander aux hommes à être forts et à prendre sur eux, là où on ne demande pas forcément ça aux femmes. Et du coup, la gestion du stress est en fait assez sociale, puisque bah, les hommes ont tendance à prendre sur eux, alors que les femmes vont plutôt avoir tendance à extérioriser leur stress. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a deux niveaux de stress différents, ce qui veut juste dire c'est qu'on a appris, notamment aux enfants, à exprimer ou à gérer leurs émotions et leur stress différemment. Encore une fois, il ne faut pas faire de généralisation, mais ce sont des stéréotypes, donc des tendances qui peuvent évidemment imprégner nos comportements. Et donc, je vous ai mis un certain nombre voilà, d'inégalités au travail qu'on peut constater. Je vous l'avais déjà dit, mais les femmes sont plus souvent interrompues quand elles parlent. Elles ont plus de chances de voir leurs idées reformulées. On sait aussi que bah, quand il faut faire une tâche qui a zéro valeur ajoutée, comme, je sais pas moi, booker un hôtel pour un séminaire, prendre des notes sur un meeting qui est pas très utile, eh ben, elles sont plus enclins à se proposer. Et quand elles se proposent pas, elles sont plus enclins à être désignées. Et une dernière statistique que je trouve super intéressante, qu'on appelle le confidence gap, c'est que plusieurs études ont quand même montré que globalement, les femmes postulent quand elles valident à peu près 90 à 100% des critères d'une offre d'emploi, quand les hommes postulent quand ils valident, allez, entre 50 et 60% des critères d'une offre d'emploi. Et pour collaborer avec beaucoup d'écoles de commerce, c'est loin d'être un mythe et il y a beaucoup plus d'autocensure chez les jeunes femmes que chez les
jeunes hommes. Ce qui, encore une fois, ne veut pas dire que les jeunes hommes ne s'auto-censurent pas ou que toutes les jeunes femmes s'auto-censurent. Mais c'est quelque chose qui est vraiment important à comprendre parce que des choses qui ont l'air totalement anecdotiques, comme se porter volontaire pour réserver le lieu d'un séminaire, eh ben c'est déjà quelque chose qui est une manifestation quelque part de nos codes de genre. Et j'ai du coup deux questions pour vous pour creuser ces fameux codes de genre. Une étude de McKinsey en 2014 faite auprès de 1200 entreprises européennes, pas du tout européennes, américaines, pardon, visait à analyser les revues de performance. Selon vous, quel est le pourcentage de femmes qui ont reçu des feedbacks négatifs sur leur personnalité dans le cadre de la revue de performance et quel est le pourcentage d'hommes sur cette même étude qui ont reçu des feedbacks négatifs sur leur personnalité dans le cadre des revues de performance? Il y a donc deux pourcentages à deviner. Alors, pour l'instant, je vois 60 et 30, 90-5, 80-20. Bon, alors ce qui est bien, c'est que on a quand même un alignement sur les tendances. 60-40, 50-20, 80-40. Allez, je vous laisse encore quelques secondes. 70, 30-70. Ah, tendance inversée. Alors, je vous rassure, vous aviez d'ailleurs pour les femmes un assez bon ordre de grandeur. Je vous confirme effectivement que les femmes reçoivent davantage, en tout cas dans cette étude, davantage de feedback négatif sur leur personnalité. Elles étaient deux tiers, en l'occurrence, dans l'étude, voilà, à recevoir un commentaire négatif sur leur personnalité. Mais par contre, pour les hommes, vous étiez un peu au-dessus du pourcentage parce qu'en réalité, dans cette étude, le pourcentage d'hommes qui recevaient des feedbacks négatifs sur leur personnalité était seulement de 1%. Et la différence s'explique principalement par la dissonance cognitive et l'utilisation par certaines femmes de codes de genre plutôt assimilés aux hommes. Et j'ai une autre question pour vous, parce que comme je vous l'ai dit, les codes de genre ont un impact sur les femmes, mais aussi sur les hommes, pardon. Une étude cette fois-ci sur le marché français. Selon vous, quel est le pourcentage de femmes qui prennent leurs 5 semaines de congés payés et quel est le pourcentage d'hommes qui prennent 5 semaines de congés payés? 70-100, 50-90, 85-70, 90, 80-90, 180, 95-70, 175. 80-95. 100-100. Ça serait pas mal. Alors c'est intéressant parce que là, du coup, vous n'êtes pas forcément d'accord, selon les réponses, sur les tendances. Et pour le coup, sachez que globalement, les hommes prennent moins leurs congés payés que les femmes. En l'occurrence, 78% des femmes et 55% des hommes prennent la totalité de leurs congés payés. Qu'est-ce qui explique cette différence? Eh bien, écoutez, c'est ce qu'on peut appeler, entre guillemets, la double peine. C'est que globalement, plus on est sur un métier, on va dire, précaire, donc tout ce qui va être CDD, apprentissage, etc., plus on est sur un métier, on va dire, à faible qualification ou mal payé, ou aussi pour la catégorie des artisans, chefs d'entreprise, en l'occurrence, on voit un vrai écart.
un vrai delta sur le nombre de congés payés qui sont pris. Et ça s'explique aussi par une croyance, parce que souvenez-vous de notre période du néolithique, qui est un peu notre fil rouge malgré tout, c'est que si les femmes restent à la maison pour s'occuper des enfants au néolithique, c'est parce que les hommes y sortaient dehors chasser, s'occuper de l'agriculture et faire la guerre quand il fallait protéger le village. Donc, le code de genre là, enfin, et le stéréotype aussi qui est mis un peu quelque part en exergue, c'est le fait que les hommes et globalement la société comptent encore davantage sur les hommes pour subvenir aux besoins de la famille. Et évidemment, c'est pas un avantage, enfin, et c'est aussi, je trouve que la statistique était aussi intéressante pour montrer que les codes de genre, c'est pas juste une lubie pour se dire que les femmes sont désavantagées. C'est pour aussi montrer que mettre des gens dans des boîtes, en fait, ça sert à personne, globalement. Et ça a des inconvénients qui se manifestent par contre de différentes manières. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors déjà, la première chose qui est importante, c'est quand même de prendre conscience qu'il y a des obstacles qui sont vraiment systémiques, c'est-à-dire liés à la société, liés au système dans son ensemble. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dire à votre jeune collègue, oh, allez, prends confiance en toi, c'est bon, impose-toi, ça va marcher, ça serait quand même renier un certain nombre de stéréotypes sexistes et de désavantages auxquels les femmes peuvent faire face dans leur quotidien. Également, ce qui va être très important si vous recrutez, par exemple, ou vous êtes dans une équipe RH, que vous soyez manager, c'est de faire attention à la manière dont vous rédigez vos offres d'emploi. Parce que plus vous utilisez des termes qu'on considère comme agentiques, c'est-à-dire tous les termes autour de la compétition, de l'assertivité, de la prise de risque, et plus vous allez, entre guillemets, bah, empêcher quelque part, ou en tout cas faire que les femmes ne postuleront pas. Parce que les femmes vont avoir tendance à davantage se reconnaître dans le langage communautaire qui est celui de la collaboration, de l'esprit d'équipe, de l'empathie, etc. Donc là, vous allez me dire, elle nous a critiqué les codes de genre pendant 10 minutes et maintenant elle nous dit de les prendre en compte. Eh bien, c'est que la réalité, c'est un peu vrai. On a toutes et tous grandi avec ces codes de genre, donc ne pas les prendre en compte serait une erreur. Et la meilleure chose à faire, c'est d'équilibrer entre le champ lexical plutôt masculin et le champ lexical plutôt féminin. Donc si concrètement vous mettez 10 superlatifs par phrase et que vous dites que vous cherchez une super rockstar pour rejoindre le top of the top de je sais pas quoi, bah vous n'aurez pas de femme. Et d'ailleurs, vous aurez aussi moins de personnes des minorités en proportion. L'égalité de rémunération, la transparence salariale sont évidemment aujourd'hui des enjeux dont on parle de plus en plus et ça tombe bien avec euh, l'index égalité pro, bah forcément, on doit quand même un peu plus aussi y réfléchir et s'assurer de la transparence et de l'équité des pratiques. S'assurer dans les évaluations de performance que on utilise des données, des faits et pas des perceptions, parce que par définition, les perceptions sont biaisées, ou en tout cas peuvent être biaisées. Et ce qui va être super important, et on en reparlera, mais c'est aussi quand même d'adresser finalement parfois ce confidence gap et le manque de représentativité qui peut freiner certaines femmes. Et il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui, notamment du CAC 40, mais pas que, qui vont mettre en place des programmes de mentorat féminin ou des programmes de mentorat ouverts à tous, mais avec une dominante féminine permettre aussi, par exemple, du coaching pour les hauts potentiels féminins. En gros, faire en sorte d'aider et de compenser peut-être pour des inégalités de départ à travers un accompagnement spécifique au développement de la carrière. Et évidemment, il en va sans dire que le dernier point, mais non des moindres, est toujours de mettre en place au sein des entreprises une tolérance zéro pour les micro-agressions et toutes les violences sexistes et sexuelles. Je vous rappelle, qu'il y a quand même, pardon, un tiers des femmes qui sera confrontée au harcèlement sexuel au travail au moins une fois dans sa vie. Ce qui veut dire que les politiques doivent être durcies et qu'il faut que dans les entreprises, il y ait des mécanismes de signalement efficaces avec des peines adaptées. Toutes ces actions déjà pourront aider à aller vers davantage d'inclusion. Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres choses qui peuvent être utiles, comme réfléchir à soi-même la posture et le rôle qu'on peut, on va dire, adopter dans l'environnement professionnel pour justement favoriser l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes et l'égalité de genre plus globalement. Et là, il y a quand même un concept qui est super important, qui est celui en anglais de l'allyship. Donc le fait d'être un ou une allié. Un ou une alliée, c'est une personne qui va promouvoir intentionnellement
l'inclusion et faire des efforts pour permettre justement de visibiliser des personnes qui, sinon, le seraient moins. Et il y a un certain nombre d'actions que je vous ai mis sur la slide. Moi, celle que je trouve vraiment très importante, c'est déjà de reconnaître la contribution des pairs. C'est quelque chose qui est très simple. C'est par exemple, il y a une femme, vous êtes en réunion d'équipe, il y a une femme qui dit quelque chose, elle n'est pas écoutée. C'est ne serait-ce que de dire, je crois que Rebecca voulait dire quelque chose, ça me semble intéressant. Rebecca, est-ce que tu peux développer, par exemple? Encourager l'écoute, s'assurer par exemple de mettre, maintenant avec l'IA on peut tout faire, mais de mesurer les temps de parole pour voir si tout le monde a voix à la parole, mettre en place des mécanismes de tour de table pour s'assurer que tout le monde peut parler, ça aussi ça va être super important et ça bénéficiera pas seulement aux femmes, ça bénéficiera aussi par exemple aux personnes avec une préférence pour l'introversion qui ont tendance à s'exprimer par exemple moins vite que les personnes qui ont une préférence pour l'extraversion. Donc là, on est sur les styles cognitifs. Donc voilà, donc ça, c'est quelque chose qui en plus bénéficiera à tout le monde et qui est super utile. Faire preuve de curiosité, favoriser la collaboration et évidemment être un acteur de changement dans l'entreprise, donc s'engager pour l'inclusion. Aujourd'hui, notamment dans les grandes entreprises, il y a beaucoup de groupes d'affinités, par exemple des groupes Women At, notamment. Et ben, en faire partie, assister aux événements, les relayer, sont des actions conscientes et intentionnelles que peut mettre en place un allié, ou une alliée bien évidemment. Et par curiosité, parce que là on est dans le champ, on est au cœur des concepts clés, entre guillemets, aujourd'hui d'inclusion, est-ce que vous savez ce qu'on appelle les privilèges? Parce qu'on en parle beaucoup. Bon, en gros, un allié ou une alliée, c'est quelqu'un qui est conscient de ses privilèges et qui, du coup, voilà, va agir en fonction. Mais est-ce que vous savez vraiment ce qu'on appelle les privilèges? Je vous ai mis trois définitions, la rose, la jaune et la violette. Vous, spontanément, vous pensez que c'est laquelle? Pour l'instant, on a jaune, jaune et violet. C'est pas la plus simple, je vous l'accorde. Les trois. Alors, c'est intéressant. Rose. Bon, on a toutes les couleurs. Là, pour l'instant, on a toutes les couleurs. Je vous laisse encore quelques secondes. Violet. Ok. Jaune. Eh ben, c'est intéressant. Il y a un petit débat là-dessus. C'est vrai que le terme, on l'emploie beaucoup dans les enjeux diversité et d'inclusion, mais c'est pas forcément simple à comprendre. Et en l'occurrence, c'est bien la réponse jaune. Donc, il s'agit d'avantages sociaux accordés sans raison spécifique à un groupe de personnes. En découle évidemment moins de chances, voilà, une chance limitée de faire face à la discrimination, ou effectivement parfois davantage d'accès à différentes opportunités. Mais la définition de base, c'est bien celle des avantages sociaux. Et dernière question pour la route par rapport à ça, selon vous, que signifie reconnaître ses propres privilèges? Là, on a même quatre réponses. Là, cette fois-ci, vous pouvez choisir les trois. C'est la réponse verte. Alors, pour l'instant, je vois les trois, rose, jaune, les trois, rose, vert, ok, vert, rose. Intéressant. On a une petite préférence pour le vert, mais assez ténue. Et c'était effectivement la réponse verte, c'est-à-dire les trois. Évidemment, il est essentiel de reconnaître ses propres biais et les barrières systémiques auxquelles certaines personnes peuvent faire face, mais c'est aussi la capacité à pouvoir utiliser son pouvoir pour justement faire changer les choses et quelque part aussi inverser un peu la tendance
qui est un peu cette responsabilité qu'on donne aux personnes minorisées ou invisibilisées de dire, bon allez, tu prends ta place à table, hein, sit at the table. C'est pas forcément si évident du tout. Donc le fait de comprendre aussi que certaines personnes peuvent être marginalisées et que bah, c'est pas à elles forcément d'agir dessus ou qu'elles n'ont pas les moyens d'agir dessus, ça fait partie aussi de la reconnaissance de ses propres privilèges. Et un dernier, alors il y a plus qu'un concept, mais en tout cas un dernier conseil en termes de posture, c'est le fait de promouvoir la sécurité psychologique au sein des équipes. La sécurité psychologique, c'est simple, c'est basé sur deux piliers, la capacité de pouvoir être soi-même au travail et la capacité de pouvoir exprimer son opinion librement. Google a fait une étude en 2016 qui s'appelait le projet Aristote, un grand sondage auprès de toutes les équipes de Google Monde qui a montré que la sécurité psychologique était le critère numéro un de performance des équipes. Donc quelque chose d'extrêmement puissant. Et je peux même vous citer une autre étude qui vous montre à quel point c'est important. Alors on est sur une problématique qui est légèrement à côté de la problématique de genre, mais l'entreprise Tétu a fait une étude en mars 2023 auprès de collaborateurs de la communauté LGBT+, qui n'étaient pas visibles dans leur organisation, donc qui n'avaient pas fait leur coming out. Et le résultat de cette étude était que 25% de leur énergie journalière était passée à cacher leur orientation sexuelle. 25% de la journée passée à quelque part cacher qui on est. Donc c'est dire à quel point le fait de pouvoir être soi-même au travail et d'être dans cette sécurité psychologique a un impact à la fois en termes de performance pour l'entreprise, mais surtout de bien-être pour les salariés. Et donc la sécurité psychologique, ça va passer par la reconnaissance des besoins de chacun et des singularités. Sortir un peu de l'universalisme jacobin français qui dit que on est libre et égaux et du coup on est tous égaux. Bah, la réalité, c'est que dans les faits, c'est pas tout à fait le cas. Du coup, comment on peut reconnaître et valoriser les singularités et compenser si besoin des inégalités de départ? En tant qu'individu, par exemple, quelque chose qui est très utile, c'est d'utiliser la règle de Platine, c'est-à-dire de traiter les autres comme eux veulent être traités et non comme vous aimeriez être traité. Ça, c'est déjà une première action. Utiliser l'écoute active, donc c'est-à-dire questionner de manière ouverte, reformuler pour mieux comprendre la personne et ses besoins. Faire preuve de flexibilité, c'est évidemment essentiel, d'empathie pour comprendre ce que vit l'autre et ce que ressent l'autre. Là, pour le coup, ça reste des compétences qui seront utiles à peu près sur tous les critères de diversité, comme la diversité cognitive, la diversité culturelle, mais qui sont extrêmement forts et très importants à mettre en place. Aussi, remettre en question vos propres préjugés ou vos propres biais. Comme je vous l'ai dit, les biais, c'est vraiment un filtre qui est présent dans notre cerveau. Donc, on ne peut pas arrêter nos biais. Ils sont là, ils ne peuvent pas partir. C'est un mécanisme naturel. Par contre, quand commencent à survenir des préjugés, là, c'est le moment où on peut se dire, est-ce que c'est une perception ou est-ce que ce que je pense est vraiment basé sur des faits et des données? Et ça, c'est très important. Et la dernière chose qui est aussi super importante à prendre en compte, c'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité, qui a été créée en 1989 par une juriste américaine, Kimberly Crenshaw, qui a montré que bah, le fait de cumuler des critères de diversité souvent engendrait le fait de faire face à des barrières spécifiques. Ce qu'on appelle en anglais des blind spots. Donc, par exemple, il est possible comment dire, si vous regardez une entreprise, de se dire, bah, les femmes sont promues comme les hommes et les personnes noires, par exemple, sont promues comme les hommes. Bon, là, c'est plutôt du coup l'étude américaine hein, que je vous cite parce qu'en France, on pourrait pas trop la faire, mais bon, bref. Et le truc, c'est de se dire, oui, les personnes noires sont promues, les femmes sont promues, mais si on regarde les femmes noires, eh ben, ça se trouve, on se rendra compte qu'elles sont bien moins promues que les autres en moyenne. Et c'est ça l'intersectionnalité, c'est le fait de cumuler des critères de diversité qui va engendrer des barrières spécifiques et souvent, pour être honnête, qui va engendrer un plus grand risque de faire face à des discriminations ou à des violences sexistes et sexuelles. On sait par exemple que les femmes en situation de handicap sont 2 fois plus victimes de violences sexistes et sexuelles que la population globale. Et dernière question quiz pour vous, si on reste sur cette notion d'allié. Petit scénario, un peu basé sur tout ce qu'on vient de se dire. Quelle est l'option que vous choisiriez? Est-ce que c'est l'option orange ou est-ce que c'est l'option verte?
Parfait, bah, je vois que vous m'avez écouté, c'est évidemment totalement l'option vert. Bravo à vous. Ça, c'est une position d'allié. Dire à la personne débrouille-toi, il n'y a pas de souci, ça va pas l'aider. Favoriser sa contribution, la soutenir, l'aider à développer sa visibilité et pouvoir prendre aussi de la place dans les réunions, par exemple, ça, c'est vraiment le rôle d'un ou une alliée. Donc, vous aviez totalement raison, c'est la réponse verte. Et donc, quelques bons conseils pour la route. Clairement, toutes les mesures, notamment au niveau organisationnel, en lien avec le mentorat, le coaching des femmes, la flexibilité du travail, par exemple, notamment pour les parents, mais pas que. Tout ce qui est lié au congé parental, qui touche à la fois les femmes et les hommes, pour s'assurer évidemment d'une équité des pratiques, et tout ce que vous pouvez mettre en place de recrutement inclusif, d'évaluation de performance inclusive, de formation des managers pour s'assurer, voilà, qu'ils puissent prendre en compte leurs biais, qu'ils aient aussi des pratiques inclusives en tête. Tout ça va participer d'une culture inclusive, sachant que je me permets de remettre quand même la petite citation, enfin petite, la citation de Simone de Beauvoir, qui fait quand même particulièrement sens sur le fait que comment dire, les combats quelque part pour les droits des femmes et des minorités est un combat qui doit être dans la durée. Je vous rappelle aujourd'hui que aux États-Unis, une femme sur trois n'a plus un accès libre à l'avortement, alors que les États-Unis sont quand même un des pays les plus développés qu'ils soient. Et je vois que j'ai trop parlé. Je mets quelques ressources si jamais vous voulez piocher dedans. Et pour ceux qui ont encore un peu de temps, je réponds bien entendu à vos questions. Merci beaucoup, Chloé, c'était super intéressant. Alors, on a quelques questions. Donc, une question, quel est le secret des pays nordiques ou de la Nouvelle-Zélande qui servent souvent de référence en termes de société égalitaire, moins genrée? Et ben déjà, il y a quand même, on va dire, la dimension culturelle qui va être très marquée. Les stéréotypes culturels sont pas les mêmes dans les pays nordiques et notamment en lien avec la famille et la gestion de la famille. Il y a beaucoup plus d'accommodation. Alors, je ne sais pas si le mot est très correct, mais il y a beaucoup plus de solutions, voilà, qui sont proposées aux jeunes parents et les femmes, en fait, sont moins limitées, notamment lors de leur grossesse pour continuer leur carrière. Il y a un peu plus, en fait, dans la culture, cette idée que les hommes et les femmes s'occupent des enfants et quelque part aussi cette flexibilité parentale aide entre guillemets, les femmes à pouvoir progresser, notamment dans leur carrière. À l'opposé, par exemple, l'Allemagne, qui ne propose que très peu de solutions de garde, notamment pour les jeunes enfants de mémoire, ou en tout cas en propose moins, va avoir des taux, par exemple, d'écarts salariaux qui vont être plus élevés que dans des pays qui sont pas très loin, à savoir, par exemple, la Suède ou la Norvège. Merci beaucoup. Euh, Est-ce que, par hasard, tu sais s'il y a des études sur l'avantage masculin, les mécanismes qui confortent les hommes, par exemple, à postuler avec 50% de validation de critères, sur une offre d'emploi, par exemple? Est-ce que, tu sais s'il y a des études sur ce sujet-là? Alors, les études sont plutôt comparatives. En général, les études sur le genre vont plutôt comparer les différents comportements. Mais là, ce qui est quand même beaucoup en jeu, c'est finalement la capacité à prendre des risques aussi. Quelque chose qui est plus appris aux jeunes garçons, évidemment, même si ça évolue, mais qui est, en tout cas est quand même plutôt quelque chose qui est attribué au sexe masculin qu'au sexe féminin. Mais c'est intéressant, je regarderai si jamais je trouve quelque chose. Merci Chloé. Et il y avait une question par rapport aux petites questions que tu avais posées sur les feedbacks négatifs, Hmm. la différence entre les femmes et les hommes. Est-ce que dans cette étude, le volume de la voix était pris en compte comme commentaire négatif adressé aux femmes? C'est un détail, mais je ne sais pas si tu as connaissance de cette info-là. Ah bah globalement tout rentre en compte, hein. De toute façon, alors évidemment après ça serait à préciser, mais il me semble que la communication verbale, c'est à peu près 7% de la communication de l'être humain, que 55% c'est du non-verbal et le reste du paraverbal. Et forcément, tout est pris en compte pour, entre guillemets, analyser les codes de genre. Et évidemment que selon la manière dont une femme s'exprime, là où on verra par exemple chez un homme, voilà, qu'il est assertif et qu'il défend ses idées, chez une femme, on verra qu'elle pète un plomb, qu'elle devient émotionnelle ou qu'elle est agressive. Alors que, il n'y aura pas forcément, on va dire, un vrai décalage dans la voix utilisée. Mais oui, c'est quelque chose qui peut rentrer en compte tout à fait.
Et on a une dernière question. Donc, lorsqu'il s'agit de femmes contre femmes, quelle démarche adopter pour changer la mentalité des Hunger Games pour avoir le spot réservé à une femme? C'est peut-être que le problème, il est là aussi, parce que là, déjà, effectivement, il y a le fait de développer, on va dire, davantage de sororité. Là, la problématique, pour moi, elle peut pas être, enfin, elle n'est pas que soluble au niveau d'un groupe. C'est vraiment une problématique globale qui fait qu'on met aussi les femmes dans une position de doute, de fragilité, qui fait que bah, il va y avoir du coup derrière ces jalousies ou ce manque de confiance en elle. C'est par exemple toujours un peu aussi le mythe de la jeune femme et de la femme âgée et le fait qu'au lieu d'être dans la transmission, on a un peu cette compétition qui se crée. Ça, c'est vraiment des choses qui sont fortement liées au sexisme. Et surtout, là, la solution de base, c'est déjà individuellement d'être dans une posture d'allié et c'est surtout de réfléchir à pourquoi est-ce qu'il devrait y avoir qu'une place pour une femme. Enfin, l'idée, c'est de se dire que normalement, tout le monde, en fonction de ses compétences, pourrait avoir droit à une place et que le fait de s'entraider, au contraire, est beaucoup plus une force. Enfin, on sait que par exemple, dans certains secteurs, il y a encore des boys clubs, comme on les appelle, et en fait, bah, quelque part, le réseau et l'entraide, ça marche et que peut-être aussi en changeant un peu individuellement sa mentalité et au niveau organisationnel, en favorisant aussi le développement des femmes et pas qu'à travers des quotas, évidemment, bah, c'est quelque chose qui peut avoir un impact positif sur le long terme. Mais pour moi, c'est l'insécurité qui crée la compétition. Et donc, c'est la chose à adresser, c'est comment faire en sorte que les femmes ne se sentent pas en insécurité ou craignent ou ressentent le besoin de devoir écraser la voisine pour monter. Ça veut dire qu'il y a un problème déjà de base dans le fonctionnement de l'entreprise. Merci beaucoup pour ta réponse. Finalement, là, il y a encore une petite question. Donc, le fait, par exemple, qu'aujourd'hui, on ait beaucoup plus de participantes que de participants aujourd'hui, est-ce que c'est le signe d'une gender fatigue chez pas mal d'hommes? Et je sais qu'on a un homme aussi dans le panel, si jamais ça peut être sympa. Alors, c'est une très bonne question. Je suis pas sûre que ce soit la gender fatigue. Je pense que, alors, je suis facilitatrice de la fresque du sexisme, qui est une du sexisme, de aussi, pardon, mais je voulais parler de la fresque de la diversité en l'occurrence, qui a été créée par les SEC, et j'en ai fait vraiment des dizaines et des dizaines, et j'arrive quand même au constat que quand la fresque est facultative en entreprise, les personnes les plus présentes sont souvent des femmes et des personnes issues des minorités. Ce qui veut dire par là, c'est que c'est quand même beaucoup plus simple d'entrer en empathie quand soi-même on a pu vivre un traitement défavorable que quand on ne le vit pas. Et que quelque part, je ne sais pas si c'est de la gender fatigue ou quelque part le fait que on a un peu la flemme de questionner ses propres privilèges, ça peut créer un inconfort et puis parfois les gens se disent oui, mais oh, on va dire que je suis un méchant bonhomme, etc. Alors que c'est pas du tout l'histoire. Mais souvent, c'est plutôt le manque de prise de conscience qu'on est privilégié qui fait qu'on n'a pas vraiment la démarche où on va chercher à agir pour changer les choses. Merci beaucoup, Chloé. Et je te rejoins, nous aussi, on a parfois proposé des fresques qui étaient proposées de façon quasi obligatoire aux responsables de club et on avait parfois des retours d'hommes qui, a priori, n'étaient pas forcément intéressés par le sujet, mais une fois ils ont participé, ça a aussi permis de déconstruire pas mal de choses et voilà. Tout à fait. Et heureusement, on a quand même de plus en plus d'hommes qui s'impliquent sur ces sujets, qui s'impliquent sur le développement du leadership féminin. Et c'est évidemment très bien. Évidemment, faut pas du tout tomber dans la caricature. Mais il est vrai que statistiquement, le sujet parle davantage aux femmes. Et nous, c'était un vrai enjeu sur cette semaine de la parité que d'embarquer les hommes. Et on n'a pas encore trouvé les solutions, mais on espère que sur les prochaines éditions, on arrivera à avoir plus d'hommes. Si vous avez des idées dans le questionnaire de satisfaction, n'hésitez pas à nous les partager. Et encore une dernière question, Chloé, désolée. Alors, qu'est-ce que vous pensez des quotas de manière générale? Est-ce que c'est une bonne ou une fausse solution? Ah, c'est vraiment tricky de garder cette dernière question pour la fin. Surtout qu'il est très dur d'y trouver, je pense, la réponse miracle. L'avantage des quotas est quand même qu'ils participent à la visibilisation des différences et notamment des inégalités et qu'ils y apportent une solution.
Donc, moi, j'ai tendance à me raccrocher aux données. Et par exemple, ce que je peux vous dire, c'est que la France et l'Espagne ont mis à peu près au même moment un quota sur les conseils d'administration. Donc la fameuse loi Copé-Zimmermann avec les quotas qui ont été mis en place il y a maintenant une dizaine, quinzaine d'années. Et l'Espagne a fait de même. Mais la France a mis, on va dire, un vrai quota avec une punition, entre guillemets. Enfin, en gros, si tu le fais pas, tu as une amende. Alors que l'Espagne, c'était, oui, bah voilà, vous êtes, c'est bien de le faire, mais en gros, si vous le faites pas, il y aura pas de conséquences. Et ben résultat, on a atteint les objectifs en France et on les a pas atteints en Espagne. Et je pense que quelque part, le fait de mettre des règles, de mettre des quotas, c'est une manière d'aider à donner de la place. Même si sur le long terme, évidemment que c'est peut-être pas la solution parfaite et que le but c'est qu'il n'y ait plus besoin de quotas, mais tant que bah, il y en a besoin, c'est quand même important d'avoir des actions. Et c'est vrai que le terme en anglais est quand même beaucoup plus joli. C'est vrai que c'est plus joli de parler d'affirmative actions, etc. Mais pour moi, les quotas, en tout cas, ont un impact sur la représentation féminine dans les hautes instances aujourd'hui. Donc, c'est peut-être un levier qui permet d'œuvrer pour l'équité et qui, tant que ben, on n'est pas sur une égalité ou qu'on n'avance pas en tout cas vers une égalité de fait, peut être une solution, clairement. Super. Merci beaucoup, Chloé. C'était passionnant. Merci, à tous les participants. On vous a partagé un petit questionnaire de satisfaction. N'hésitez pas à y répondre. Peut-être que tu as un petit mot de la fin, Chloé. Bah écoutez, un, merci d'être venu et deux, surtout, n'hésitez pas à vraiment partager la bonne parole, hein. Je vous ai mis la citation de Simone de Beauvoir parce que quand on voit l'évolution de la situation aux États-Unis où aujourd'hui le mot femme, le mot diversité, le mot LGBT, le mot équité, égalité sont interdits dans les recherches universitaires américaines et que des archives sont supprimées juste parce que il y a le mot gay, par exemple, écrit sur un avion ou autre. Des fois, on se dit qu'on marche sur la tête et finalement, ça arrive beaucoup plus vite qu'on croit. Donc, le fait de se sensibiliser, de partager des bonnes paroles et d'avoir quand même des personnes qui s'engagent pour l'inclusion, c'est probablement un bon signe pour nos enfants et pour l'évolution de la société. Merci pour ce mot de la fin. Et on vous partagera tous les éléments. C'était passionnant, Chloé. Et on se dit du coup à très bientôt. Avec plaisir. Bel après-midi à tout le monde, mesdames et messieurs, parce qu'il y avait quelques hommes quand même. Bravo, Chloé. Merci. Merci, bel après-midi à tout le monde.